Hello, hello! Je te souhaite la bienvenue dans le podcast intitulé Revenir en France. Si tu es expatrié, français ou étranger, voyageur, PVTiste ou tour du mondiste, tu es au bon endroit. On aborde ici tous les sujets, joyeux et délicats, liés au retour à la maison et à l'installation en France, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Moi, c'est Magali, et je t'aide à comprendre les enjeux liés à un changement de vie comme celui-ci. Mon souhait, c'est de t'accompagner du mieux possible pour ton installation en France. Je me réjouis de te retrouver par ici pour te partager des anecdotes, des conseils et des témoignages pour que tu puisses à ton tour te préparer. J'espère que notre épisode te plaira. Je t'encourage à le partager à tes amis et à laisser un commentaire. Bonjour à tous et bonjour Manu, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. On se retrouve pour un épisode de podcast et je vais recueillir aujourd'hui ton témoignage de retour en France. Tu es rentré il y a un an et tu étais expatrié pendant de nombreuses années à Vancouver. Et voilà, je suis ravie qu'on prenne ce temps-là aujourd'hui pour renouer contact et puis pour voir un petit peu comment ça a évolué de ton côté. Je te laisse te présenter en trois mots. Bonjour. Alors, en 3 mots, c'était pas facile. Donc, je m'appelle Manu et 3 mots pour me décrire, je dirais engagé, chill et aventureux. Engagé, je bosse dans le milieu du handicap et c'est aussi un sujet qui me touche parce que j'avais un petit frère handicapé. Donc, j'ai toujours été très impliqué et quand il y a des choses qui me tiennent à cœur, je vais au fond des choses. Chill parce que j'ai du mal à le traduire en français. Un peu une force tranquille. Je suis assez calme. J'aime bien me poser. Je suis pas quelqu'un qui stresse beaucoup. Euh, et ouais, assez calme. Et aventureux parce que j'adore être dehors, j'adore la nature. J'aime bien les choses un peu à adrénaline. Et puis j'aime bien essayer des nouvelles choses. Donc ça, voilà. Et j'ai trouvé les 3 mots qui me décrivent. Merci beaucoup. Alors, comme d'habitude, avant de parler du retour en France, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un petit peu en quelques mots dans quel contexte tu étais parti à l'étranger. Et voilà, donc explique-nous un petit peu qu'est-ce qui se passe, quel est le déclencheur de je pars vivre à Vancouver. Et quelle était ta situation avant de partir du coup? Je suis parti à 24 ans. En gros, j'ai fait une licence TAPS. J'ai travaillé 1 an en France. J'étais dans une longue relation. Tout part en vrille. Fin d'une longue relation, je me réveille, je me demande ce que je fais de ma vie. Et j'ai 4 amis de la fac qui partent au Canada pendant 1 an. Et 2 mois avant qu'elles partent, je me dis bah je vais aller avec elles. Donc j'ai pas vraiment en fait choisi Vancouver. Je pense que seul, je sais pas si je l'aurais fait. Je sais pas si je serais parti seul. J'étais pas du tout J'étais assez posé en fait quoi. On avait un appart, on était posé, j'avais un boulot, j'avais un CDI, je commençais d'avoir un boulot dans ma carrière. Et j'ai eu vraiment un coup de... J'ai 24 ans, j'ai rien fait de ma vie, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Et donc, c'est comme ça un peu que je suis parti. Elles avaient décidé, les quatre, d'aller à Vancouver. Donc, j'ai dit, OK, ben, on va à Vancouver. Et à l'époque, c'était très simple de partir, d'avoir un PVT. Donc, c'était il y a un moment quand même, en 2008. Ouais, et ben génial ce départ. Est-ce que tu veux nous dire combien de temps tu restes à Vancouver et qu'est-ce qui se passe pendant ces années à Vancouver? Donc, je suis resté 15 ans à Vancouver. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de choses se sont passées. La première année, c'était vraiment, au départ, j'étais parti pour 1 an, en fait, comme beaucoup de jeunes qui partent. J'ai fait un programme un PVT, un programme vacances-travail pour 1 an. À l'origine, on devait faire 4 mois à Vancouver, 4 mois à Toronto, 4 mois à Montréal. On avait de grandes ambitions. On s'est vite rendu compte que Toronto, c'était pas pour nous. Trop grosse ville, trop business et tout ça. Et donc, du coup, on a un peu changé nos plans. On a fait 5 mois à Vancouver. On a acheté un van.
a traversé 2 mois le Canada d'ouest en est en se posant, quoi, parce que 2 mois, normalement, ça met 3 jours. Hein, et, euh, et donc, mes amis sont restés, elles, à Montréal. Et moi, je suis revenu à Vancouver. Clairement, 5 mois, c'était pas assez pour moi. J'avais vraiment l'impression de pas avoir fini quelque chose. J'étais pas prêt du tout. Puis j'avais pas spécialement envie d'aller à l'Est. J'étais pas spécialement. Pour moi, Montréal, c'était trop proche de la France, niveau culturel et tout ça. Et je voyais pas l'intérêt d'être si loin Hmm. et d'être dans un milieu culturel qui se rapprochait trop de la France. J'avais envie de voir autre chose. Donc, je suis rentré à Vancouver. J'ai fait un énorme break à ce moment-là des Français en général. Je pense, pendant, je sais pas, 1 ou 2 ans, j'ai côtoyé aucun Français parce que je voulais vraiment m'imprégner de l'anglais et puis de vraiment à couper. J'avais besoin de couper aussi. J'avais pas mal de choses perso et tout, familiales, comme beaucoup, et j'avais besoin un peu de vivre un peu pour moi. Et du coup, j'ai, ouais, je pense que c'est un bon 2 ans où j'ai vraiment essayé d'être un peu de m'intégrer à fond à Vancouver. Ce qui est difficile des fois à faire quand on est expatrié, on a tendance à retrouver les petits Français et puis de rester entre nous. Donc moi, c'était vraiment, je voulais éviter tout ça. Je voulais éviter. Et puis après, ben, ce que j'ai fait beaucoup de choses. J'ai bossé dans pas mal de milieux différents, pas forcément dans ma branche au début, à cause de la langue, surtout, des petits boulots et tout ça. Et puis ben, petit à petit, je me suis posé. Après, au niveau des visas, j'ai un peu fait. J'ai fait un PVT. Après, j'ai fait un truc qui n'existe plus, ça s'appelle Jeune Professionnel, je crois, qui est pour les jeunes. Je sais plus exactement ce que c'était, mais il fallait que je trouve un travail. Où en gros, je pense que c'était l'histoire ils n'arrivaient pas à trouver de Canadiens et puis du coup, ils ouvraient à d'autres personnes. Et puis après, bah, tout doucement, j'ai fait ma résidence permanente et puis j'ai demandé ma citoyenneté. Et donc, j'ai la double nationalité française et canadienne. Ouais. Bon, c'est un résumé très petit, hein, parce que bon. Est-ce que le fait d'avoir la citoyenneté canadienne, ça a joué dans ta décision de rentrer en France? Oui, oui, vraiment. Je pense que ça fait un moment que je l'ai quand même, mais ça a joué énormément, surtout que ma compagne est canadienne et du coup, c'est quand même laissé un peu la porte ouverte. C'est rassurant de Mm. se dire que si ça se passe pas bien ici, on peut toujours retourner au Canada. Je peux prendre mes valises demain et retourner et pas avoir de problème de visa. Je pense que ça, je me serais posé la question. Je pense que ça aurait pas été aussi simple dans ma tête. Peut-être pour revenir à ma question d'avant, qu'est-ce qui fait que tu restes si longtemps à Vancouver? Tu aimes la région et puis au niveau pro, ça se passe bien et c'est ça qui fait que Ouais, tu restes? bah, Vancouver, c'est quand même une ville, mais extraordinaire. Euh, Moi, j'aime bien être dehors. C'est le paradis du plein air. Vancouver, c'est une ville qui est au bord de l'océan, donc super agréable. Pas de vagues et tout ça, parce qu'il y a l'île de Vancouver, en fait, donc c'est assez calme. Et puis, bah, les grandes. Au niveau du plein air, moi je fais de la rando, du ski. En fait, on peut aller skier le matin puis aller à la plage l'après-midi, quoi. C'est vraiment ça, quoi. On peut skier avec la vue sur l'océan. Le soir, c'est quand même assez incroyable. Et puis l'ouverture d'esprit des Canadiens en règle générale. Vancouver, c'est quand même une ville, c'est très 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 divers. Il y a une énorme population asiatique. Et il y a vraiment des gens de partout. Donc, par rapport à culturellement, c'est super enrichissant au niveau des restaurants, au niveau de plein de choses. En fait, c'est presque, on met du temps à rencontrer les gens qui sont de Vancouver. Hmm. Moi, j'en ai rencontré beaucoup, mais plus sur la fin. Au début, je me disais, mais j'ai jamais rencontré quelqu'un de Vancouver, quoi. C'est des gens de partout, mais pas de Vancouver, quoi. C'est dur de rencontrer des Canadiens. Il y a beaucoup cette idée que c'est dur de se faire des amis canadiens. Moi, je pense que c'est vraiment pas vrai. Après, c'est peut-être parce que je suis resté longtemps, mais je pense qu'à partir du moment où on se fait des amis canadiens, on les garde. C'est des gens qui sont très, très, très. Le Canadien est très loyal.
Et moi, je me suis fait vraiment des super amis. Et donc, il y a ce côté-là, le côté professionnel. J'avais vraiment un boulot dans ma branche, parce que dans le handicap et dans le plein air. Et je m'éclatais dans mon boulot. Donc, un boulot dans une grosse assoce qui fait du plein air avec des personnes en situation de handicap, avec des possibilités de bonnes possibilités de prendre des postes à responsabilité et tout ça. Et puis aussi une confiance. Enfin, j'étais, on va dire que j'étais très reconnu dans mon, c'est un peu, ouais, si je commençais à être connu par rapport à mon expertise, par rapport au milieu du handicap. euh, et on avait, ouais, c'est le travail. Et puis après, bah, le côté personnel où donc j'ai rencontré ma femme qui est canadienne. Mhm. Donc c'était aussi, bah, c'était pas si simple que ça de dire bon bah on s'en va. Donc tout ça, ça a joué. Après, pourquoi je suis resté aussi longtemps? Franchement, je ne sais pas. Dans le sens où c'est plus la vie qui a fait que je me suis jamais dit je vais rester à Vancouver. Je me suis jamais dit je vais rester 15 ans à Vancouver. Jamais. En fait, j'avais pas fini quoi. Je faisais un autre visa, puis un autre visa. Et puis je me suis réveillé un jour, je me suis dit, ah, ça fait 15 ans que je suis là, mais j'ai jamais eu ce projet en fait de m'installer. Enfin, c'est un peu débile de dire ça parce que je suis resté 15 ans, mais ouais, je pense que je me suis jamais dit je vais rester aussi longtemps. Je suis toujours surpris de me dire que je suis resté 15 ans. Et alors, qu'est-ce qui déclenche cette envie de rentrer alors que tu es épanoui pro ou Mm. perso et puis dans une ville que t'aimes? Ouais, c'est quoi le déclencheur et comment t'en arrives à ça? Et est-ce que ça vient de toi ou est-ce que ça vient de ta femme? Ça vient de moi, ça, c'est sûr. Ça vient de avant de rencontrer ma femme. Ça fait un moment que j'y pensais, mais c'était un peu au fond de ma tête. Et l'élément déclencheur, je pense que vraiment le premier élément déclencheur, c'est ma maman qui a des problèmes de cœur. Et c'est le côté, ah ouais, donc elle s'est fait opérer du cœur, je sais plus maintenant, il y a peut-être 3 4 ans. Et ça, pour moi, était vraiment l'élément déclencheur en me disant, waouh, si je suis proche de mes parents, s'il arrive quelque chose, je suis super loin, je passe pas du temps avec eux. Et ça a été vraiment le petit déclic dans ma tête, je me suis dit, ah ouais, enfin, faut vraiment que j'y réfléchisse, quoi. Et en gros, c'était donc avant de rencontrer ma femme. Et j'étais vraiment dans. Et il y a eu Covid. Et les deux choses, hein, c'était vraiment Covid. Je pense que, en tout cas pour moi, ça m'a fait réfléchir à. J'avais du temps, réfléchir, je pense. Et, euh, et c'était ce côté-là, ouais, de me dire. Je suis loin, mes parents vieillissent, ma maman avait des problèmes de santé et ça avait vraiment été l'élément déclencheur. Et puis après, l'autre côté, c'était vraiment pour moi, sur le long terme, je ne me voyais pas rester à Vancouver parce que c'est une ville qui coûte trop cher. Et du coup, j'avais un bon salaire, mais même avec un bon salaire, c'était impossible pour moi d'acheter un appart. Après, c'est pas une fin en soi, hein, tout le monde ne veut pas acheter, mais je veux dire, c'était impossible. Bon, au Canada, on a quand même beaucoup moins de vacances hein, qu'en France. Ça veut dire que je passais mon temps en fait à mettre de l'argent de côté pour acheter un billet d'avion pour aller voir ma famille. Et du coup, moi, j'avais l'impression de ne pas avoir vraiment de vacances, quoi. Et ce rythme, en fait, de vie ne m'allait plus. Sur le long terme, je me disais, ça va, là, j'ai 39 ans aujourd'hui. Je me disais, mais en fait, j'ai pas envie que ma vie ressemble à ça, quoi. Et donc, c'était vraiment ces deux choses ensemble, de me dire, je voudrais être plus proche de ma famille, plus proche de mes parents surtout, passer du temps avec eux. Et puis le côté, j'ai envie de changer de rythme de vie. Ça m'allait pas de plus avoir moi, pas avoir de vraies vacances en fait, quoi. Est-ce que tu avais l'habitude de rentrer tous les ans ou tous les 2 ans? Ça dépend des années, mais non, pas tous les ans. Ça, c'est sûr que non, parce que je pouvais pas. Financièrement, je pouvais pas me le permettre. Il y a des moments où je suis pas rentré pendant 4 ans. Enfin, ça dépendait des périodes. Les dernières années, je rentrais quand même. En fait, j'avais vraiment ce côté en fait, c'était ça aussi qui m'a fait le déclencheur, c'est que quand je rentrais, et que je repartais, mais c'était la déchirure.
Je me rappelle une des dernières fois la dernière fois, ça allait parce que je savais que j'allais rentrer. Mais les fois avant, je mettais 2 semaines à m'en remettre, quoi, de quitter, en fait, je pense vraiment mes parents, de dire, ça allait pas, quoi. Et là, je me suis dit, non, mais ça va pas, je peux pas. Et c'est ce côté-là, je me suis dit, ouais, ça commençait sérieusement dans ma tête à se poser. Et alors, quand tu dis à ta femme, ben moi j'ai le projet de retourner en France, qu'est-ce qu'elle dit, elle? Comment elle accueille ça? Bah, en fait, donc, je suis pas tout jeune, j'ai pas 20 ans. Donc, quand j'ai rencontré Shona, ma femme, au tout début, c'était déjà dans ma tête. Donc, ça faisait 2 mois qu'on était ensemble et je lui ai dit parce que soit c'était on continue et on a ce projet ensemble ou on arrête parce que j'étais pas à un âge où on n'a pas envie de perdre du temps pas d'un côté comme de l'autre, hein. Donc, je me rappelle, on allait manger des sushis. Je lui ai dit, il faut que je te parle. Elle était super stressée. Elle pensait que, elle me raconte souvent, elle me dit, elle pensait que j'allais lui dire que j'avais fait de la prison ou qu'elle essayait dans sa tête de deviner ce que j'allais lui dire, quoi. Et du coup, je lui dis, bah, moi, j'ai le projet de rentrer en France, quoi. Je dis pas là tout de suite, mais je veux, dans les 2 prochaines années, je veux rentrer en France. C'est un énorme truc. Je comprends tout à fait si tu vois, c'est pas ton trip, mais soit on continue, ça marche, soit on arrête maintenant parce que ça sert à rien d'être ensemble 2 ans et de partir, quoi. Puis elle m'a dit, ah, pas de souci. Donc bon, à ce moment-là, je pense sincèrement qu'elle ne se rendait pas compte de tout ce qui allait arriver. Mais à ce moment-là, elle était, ah ouais, cool. Elle n'a pas énormément de contact avec sa famille. Enfin, donc, pour elle, elle voyait plus ce côté-là de dire, je me déracine pas, même si je pense que c'est plus compliqué que ça, mais pour elle, à ce moment-là, c'était ça dans sa tête. Elle voyait que ça comme, ouais, pourquoi pas, ça peut être chouette, quoi. Comment tu prépares ce fameux retour en France? Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à gérer quand on vit pendant 15 ans à l'étranger et qu'on va rentrer avec une personne qui est étrangère. Est-ce que ouais, tu veux nous expliquer comment tu prépares tout ça? Bah déjà, je pense que une des premières choses qui m'a vraiment aidé, c'est d'avoir fait le groupe avec toi, Mag, le groupe d'entraide avec des autres personnes expatriées c'était 6 semaines, je sais plus c'était combien de. Et je pense que ça, en fait, parce que moi c'était à peu près un an avant de rentrer. Et ça a vraiment permis de poser les choses parce que, en fait, je trouve que quand on pense au retour en France, mais on a l'impression que c'est une montagne énorme, qu'il y a 40 000 trucs à faire, qu'on ne sait pas par où commencer. On n'a aucune idée. En plus, nous, on avait en plus l'histoire du visa et tout ça, donc je peux parler, mais et du coup, moi, ça m'a vraiment permis un peu de faire des compartiments, quoi, de dire, bon, on va s'occuper de ça, premier, on va s'occuper, puis de partager, d'être capable de partager avec des personnes, en fait, qui sont dans le même process, même si leur situation est différente, qui sont dans un autre pays, il y a des choses qui sont un peu universelles. Donc, moi, ça m'a vachement aidé, en fait, de pouvoir discuter avec des personnes qui sont dans la même situation que moi, parce que bon, c'est compliqué hein, quand on est de trouver des gens qui sont dans le même cas que nous. Et puis d'avoir un plan un peu, d'avoir un peu une feuille de route, quoi, de dire bon, à quoi on doit penser. Parce qu'en fait, moi, je pense que c'est aussi ça, c'est de dire, mais moi, j'avais aucune idée à tout ce que je devais penser, quoi. J'avais oublié, parce que bon, en 15 ans, j'avais oublié la moitié des trucs. Même des organismes comme la CAF, genre de trucs où je me rappelais même plus à quoi ils servaient, quoi, en gros. Donc, ça a été ça au début. Nous, après, c'était vraiment de faire un peu un espèce de rétro-planning par rapport au visa. Nous, on se demandait au niveau du visa de Shona comment ça allait se passer. Parce que nous, donc, on s'est mariés l'année où on est parti. Donc, c'est pas qu'on voulait pas se marier, mais disons que ça a un peu fait avancer les choses plus vite. Donc, on s'est marié fin mai 2022. Attends, pas que je dise des bêtises. Oui, 2022. Ben, en gros, on a essayé de faire tout très vite. Euh, à l'origine, quand même, on était censé rentrer en France
En septembre. Alors franchement, je sais pas à quel moment c'était n'importe quoi. Je sais même pas comment on s'est dit que ça allait être possible. Je sais pas, je ne comprends pas. Quand j'y repense, je me dis mais on était fous. Parce qu'on s'est marié fin mai. Et puis après, bah, il faut retranscrire le mariage au consulat. Suivant le consulat où vous êtes, ça peut être compliqué. Parce qu'en plus, c'est un gros dossier. Enfin, c'est pas que c'est un gros dossier, c'est qu'il faut avoir les extraits d'actes de naissance, ce genre de choses. Donc, il y a le côté français, côté canadien, parce qu'elle était canadienne, moi français. Donc, il y a tout un truc derrière par rapport à ça. Et puis après, une fois que c'est transcrit, ben, il faut. Puis nous, ça a mis vraiment longtemps. Parce qu'en gros, à Vancouver, eh ben, la personne qui était responsable de ça, elle était partie et il ne l'avait pas remplacée. Et en gros, enfin, je veux dire, c'est partout en fait. À partir du moment où vous avez de l'administratif, en fait, il faut s'y prendre mais super à l'avance. Et puis, il faut pas croire tout ce que vous écrivez, vous regardez sur Internet parce qu'en fait, même 2 mois avant, ça se trouve, ça serait arrivé direct en rien de temps. Donc, c'est les aléas en fait de l'administratif. Il faut avoir un buffer, quoi. Il faut avoir une période de temps où on n'attend pas le courrier le lendemain parce qu'à moins que vous ayez un gros coup de bol, ça met du temps. Tout met du temps. Après, peut-être la particularité dans ta situation, pour revenir à, tu sais, ma question de comment tu t'es préparé, c'est aussi Mm. que, du coup, finalement, c'est presque toi qui as tout géré, étant donné que ta femme, Ouais, elle est étrangère. Donc, du coup, ça fait quand même une grosse charge de travail. Tout ce qu'il y a à penser, bah, c'était toi qui devais le faire. Et le fait, en effet, de participer à ce type de groupe, bah, ça permettait aussi d'avoir cet espace de, OK, je me libère, je pose toutes mes questions, j'échange avec des personnes, je suis pas seule. Et puis voilà, après, on a toutes nos séances au cours de l'année, le groupe Facebook privé aussi qui permet d'échanger. Mm. Donc, ça vient quand même soutenir un peu ça quand on est dans ce type de situation ou quand on est seul aussi ou quand on est en famille, hein, peu importe. Et puis oui, pour compléter, c'est vrai que j'essaye énormément de sensibiliser sur ce sujet, mais quand on rentre avec un partenaire étranger et qu'on a des démarches de visa à faire, c'est important d'anticiper parce que bah voilà, on ne sait pas ce qui va se passer au consulat, combien de temps ça va prendre. Rien que des fois pour prendre un rendez-vous, bah, Ouais. ça peut prendre plusieurs semaines. J'ai déjà eu le tour avec des personnes à Montréal qui n'arrivaient juste pas à prendre rendez-vous sur le site du consulat ou de l'ambassade et qui étaient bloqués là-dessus. Donc vraiment anticiper, anticiper, anticiper si vous nous écoutez. Et puis gardez-vous une marge de temps comme tu l'as mentionné parce que finalement donc vous pour toi en tout cas l'accompagnement qu'on avait fait ça avait été au mois de décembre et janvier. Et puis le projet c'était de rentrer en septembre et finalement vous êtes rentré au mois de décembre. Décembre, ouais. Ouais. En fait, nous, ce qui nous a bloqué, entre guillemets, c'est le fait, donc, la transcription de notre mariage a mis beaucoup plus de temps que prévu. Donc, pour faire la demande de visa, qui était donc un visa long séjour privé, famille, je sais pas quoi, un truc comme ça. Parce que, donc, Marie est un Français. Donc, c'est le plus simple des visas, hein. C'est le plus simple. Mais parce que du coup, il y a beaucoup moins de choses à donner. Au niveau des assurances, on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Et en gros, logiquement, ils n'ont pas le droit de nous le refuser. C'est un droit, en fait. C'est un droit d'avoir ce visa quand on a un conjoint qui est français. Mais après, les délais sont les délais. Et donc, nous, ça a été vraiment ça, en fait. C'était à chaque fois qu'on nous donnait des délais, les délais étaient plus longs que ce qui était écrit sur Internet, en gros, quoi. Et donc, nous, on a dû attendre d'avoir la transcription. Apparemment, il y a eu un problème, une question de personne qui est partie, une autre qui est arrivée, c'était pas le bon. Ah oui, c'était la copie certifiée. On n'avait pas certifié la copie de l'acte de naissance de Shona, je crois, ou quelque chose comme ça. Et du coup, on nous a pas dit en fait qu'on n'avait pas le bon document. Donc ça a remis du temps avant qu'ils regardent notre dossier. Et puis après, ben voilà, après, il y a plein de petites étapes en fait. Et après, du coup, chaque étape ben, en gros, ne pas être 4 semaines au lieu de 2 semaines, quoi. Parce qu'après, vous avez un rendez-vous. Une fois que vous avez le rendez-vous, après, vous devez, une fois que c'est validé, après, il faut envoyer son passeport. Donc, c'est la même chose. Enfin, les petits, donc c'est simple, entre guillemets.
Je veux dire, le visa en lui-même n'est pas compliqué quand on a un conjoint. Et puis, c'est normalement, il vous le donne de toute façon. Enfin, le Canada, je parle du Canada, hein, vraiment. C'est pas, c'est un droit. Mais voilà, c'est pas, tout prend du temps. Et puis, ouais, faut anticiper un maximum, quoi. Avec le recul, si t'avais, est-ce que tu changerais quelque chose par rapport à cette préparation et notamment par rapport à ces deadlines et ces démarches administratives que vous avez dû faire? Ou est-ce que tu referais comme ça et puis c'est tout, bah ça c'est fait, et comme ça c'est fait? Non, je pense qu'on prendrait plus de temps. On serait moins dans le stress, du coup. Euh, Après, moi, enfin, tout était calculé entre guillemets. La raison pour laquelle on voulait partir en septembre, c'est parce que Shona donc était photographe de mariage et c'était la fin de sa saison. Et donc nous, en fait, plus on avançait, moins on avait de revenus. Parce que en gros, Shona, en étant photographe de mariage, l'automne et comment l'hiver, il n'y a pas beaucoup de rentrée d'argent. Donc c'était se dire autant partir à cette période-là plutôt que d'attendre et puis d'avoir l'automne qui est un peu chaud financièrement pour partir après, quoi. Ça, c'était une des raisons, en fait, pour lesquelles on avait décidé que septembre ou octobre, ça aurait été une bonne période. Et tu te sens comment quand sur les dernières semaines, derniers mois, comment tu te sens de quitter le Canada après 15 ans? Franchement, je pense que on était tellement dans le stress du déménagement et du visa que euh, je sais pas si j'ai eu le temps de me rendre compte en fait que je partais. Enfin, euh, on n'a rien fait. Mais après, c'était notre vœu. On n'avait pas envie de faire. En fait, je trouve que enfin, moi dans ma tête, tu pars 6 mois quelque part, tu fais une fête à la fin pour dire ouais, c'était super. Mais 15 ans, je vais pas faire une fête. Enfin, et du coup, on n'a pas fêté vraiment. On a vu les personnes qui importaient pour nous en petit comité à chaque fois. Mais on n'a rien fait de symbolique, une grosse fête à la maison ou tout ça. Et puis le boulot, moi, je suis parti, je suis vraiment content en fait comment j'ai fini. J'ai fini sur un séjour avec des personnes en situation de handicap que j'adorais. Pour moi, c'était parfait. Mon dernier jour n'était même pas une journée de bureau. Enfin, et ça, pour moi, c'était vraiment, la boucle était bouclée. J'ai fini avec vraiment des personnes qui me comptaient énormément pour moi dans mon boulot. Le côté boulot, je suis assez content de comment j'ai terminé. Mais personnellement, j'avoue que, et puis, j'ai quand même eu Covid 2 semaines et demie avant de partir. Donc, c'est-à-dire que Shona a à peu près fait les cartons seul. Parce qu'en plus, j'avais bien comme il faut, hein. Donc, en gros, j'ai testé positif en rentrant chez moi à mon dernier jour de boulot. C'était vraiment là. Donc, si tu veux, ça a ajouté aussi le côté, bon, bah, je peux pas voir personne avant de partir, vraiment. Bon, donc, du coup, cette période était vraiment compliquée, quoi. Ouais, c'était pas. Après, moi, en fait, je pars vraiment du principe, je regrette pas du tout cette période-là parce que pour moi, c'était pas le mois avant qu'on partait, c'était pas je devais boucler puis c'était la fin. C'était l'année d'avant où j'ai fait plein de choses, où j'ai vu plein de personnes, j'ai passé du bon moment avec les gens et j'avais pas l'impression qu'il fallait que je finisse tout, quoi, que je me dise il faut absolument que je fasse. J'ai vraiment lâché ça. En fait, au début de l'année, c'était ça, hein. Moi, je m'étais dit je veux faire tout ça. Puis après, je me suis dit, mais en fait, non, j'ai pas besoin. J'ai fait plein de choses ces 15 dernières années et ça m'a enlevé de la pression de me dire, d'avoir un peu une bucket list, de dire, je veux faire tout ça avant de partir. J'ai complètement mis ça de côté parce qu'en fait, ça me mettait plus de pression qu'autre chose. Bah, merci pour le partage de ces informations sur la préparation et puis sur l'avant. Est-ce que tu te souviens comment ça se passe, peut-être ton installation et puis les premiers jours en France? Donc tu rentres au mois de décembre, il fait froid, on a l'approche des fêtes. Raconte-nous un peu. Ouais, après, je vais essayer de pas rentrer trop dans les détails parce que ça peut être long. Mais nous, on a vraiment eu de la merde. On n'a pas eu de chance du tout. Moi, je suis rentré seul et Shona est rentrée 3 semaines après moi.
parce que le matin où on partait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas le passeport de Shona. Et Shona, ma femme, est une femme très, très, très organisée. Et ce jour-là, elle ne l'était pas. En gros, elle avait oublié son passeport dans l'imprimante qui était déjà parti en France. Donc ça a été donc le mois de décembre a été très très compliqué en fait pour nous parce que moi du coup on a décidé à l'aéroport de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je reste avec Shona. Et on avait deux chats aussi, hein, des notes à côté. Donc en gros, moi j'ai pris un chat, je suis parti. Parce que sinon on aurait dû repayer un autre billet. Enfin, ça allait, en fait, on n'avait plus d'appart, on n'avait plus rien. Et donc, en gros, ce mois de décembre a été compliqué parce que moi, je suis parti. Je suis allé dans ma famille. Après, j'ai- je- cette période-là, en fait, ce que je me rappelle, c'est vraiment le fait qu'on essayait de gérer la situation de Shona, en fait, où j'ai dû attendre de recevoir nos cartons, de lui renvoyer en recommandé son passeport, de changer trois fois son billet parce qu'elle a eu trois vols annulés. Enfin bref, c'était la merde totale. Donc, c'était pas facile. Le mois de décembre a vraiment été très compliqué. Et donc, elle est arrivée le 26. Enfin, là, elle a pris son avion le 26, le jour de Noël à Vancouver. Et donc, au début, c'était compliqué. C'était compliqué parce que moi, j'étais content d'être là, vraiment dans le positif, passer les fêtes avec ma famille. Euh, mais on était chez mes parents donc, c'est-à-dire dans le salon qui était fermé hein, quand même, mais pas idéal. Pas idéal. Et puis, on savait pas combien de temps on allait être là parce que ben, c'était jusqu'au moment où on puisse trouver un logement. Donc, au départ, on va dire que c'était pas facile, mais en même temps, je pense qu'on a eu beaucoup de chance parce que à partir du moment où Shaun est arrivé, euh, on va dire que tout s'est mis en place très très rapidement. Parce qu'à l'arrivée du 26 décembre, on a trouvé un appart, on a emménagé dans notre appart le 21 janvier. Donc, je veux dire, dans toutes les histoires que j'ai entendues des gens qui recherchent des apparts et tout ça, quand on rentre et qu'on sait à quel point c'est compliqué, nous, on a trouvé un super appart. On adore. On est d'ailleurs toujours dedans. Euh, en rien de temps. Ça s'est fait super rapidement. Moi, j'ai trouvé du travail. Bon, j'ai pas commencé avant mi-février, mais ça, j'avais trouvé du travail direct en décembre. Je savais déjà dès fin décembre que j'avais trouvé du travail. Et Shona a créé sa micro-entreprise en janvier. Donc, en fait, les choses se sont posées très rapidement. On a eu beaucoup de chance dans trouver un logement, trouver du travail. Euh, après, euh, psychologiquement, on va dire que c'était un gros brouillon, quoi. Je sais pas si je sais pas à quel moment on arrivait vraiment à se poser, quoi, à se dire déjà quand on a eu l'appart et quand on a acheté nos meubles. Je pense que c'était plus à ce moment-là, on s'est dit, OK, la pression est un peu retombée donc je dirais, ouais, moi je suis rentré début décembre, on va dire début février, on va dire on a un peu, la pression est un peu redescendue, quoi. Mais moi, personnellement, moi j'étais bien, enfin, j'étais content d'être là, j'étais content d'être proche de mes parents. Euh, mais pour Shona, c'était compliqué parce que elle a vécu 3 semaines de stress intense. C'est quelqu'un qui fait de l'anxiété aussi, donc ça n'arrange pas. Et donc, du coup, elle s'est retrouvée en arrivant, en plus, on est arrivé le 26 décembre. Le lendemain, on partait 3 jours au parc Astérix avec toute ma famille. Je sais même pas comment elle a survécu à ces 3 jours. Ça va qu'elle aime les parcs à thème, mais c'était chaud, quoi. C'était bon, bah, c'était un cadeau et c'était une surprise. Moi, je ne savais même pas. Donc, ouais, c'était assez intense comme début. Ah ouais, génial. Ouais, génial pour la surprise et tout, mais donc finalement, toi, t'arrives, beaucoup de stress quand même et puis de choses à gérer avec ce décalage où vous n'arrivez pas à rentrer en même temps. Finalement, vous restez, toi, tu restes 1 mois et demi chez tes parents, mais avec Shona, finalement, c'est 1 mois chez les parents et puis Mm. ça se
Ça se décante quand même assez facilement, rapidement, donc c'est plutôt chouette. Bravo à vous pour ça. Est-ce que tu veux nous dire comment, pour ta femme, ça se passe l'installation en France et puis comment elle prend ses marques au cours de cette année qui vient de s'écouler? C'est dur, c'est toujours dur. Je pense qu'on s'est tellement concentré quand on a déménagé sur le déménagement en lui-même et sur nos histoires de visa et tout ça, que je pense que je sais pas si on s'est assez, c'est pas qu'on s'est pas assez préparé, mais on n'a pas, je pense qu'on n'a pas eu le temps de penser trop à le après, à OK, on est là, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et je pense que j'ai essayé, moi, de la préparer sur la vie en France, mais c'est compliqué parce que tant qu'on n'y est pas, je pense que c'est un peu compliqué de se rendre compte vraiment des choses. Je dirais que ce qui est compliqué pour elle, c'est la langue. Euh, Elle parle, elle, maintenant, elle comprend le français, mais le parler, elle fait un petit blocage. C'est dur de parler, de commencer de parler de toute façon dans une langue qui n'est pas la nôtre. Et elle travaille à la maison, elle a sa propre micro-entreprise, ce qui veut dire que ça réduit les chances de sociabiliser. Et du coup, c'est pas évident en fait pour elle de se faire des amis. Moi, on a des amis, mais c'est pas psychologiquement, c'est dur. Elle a des moments où vraiment bah, le Canada lui manque, ses amis lui manquent, sa routine lui manque, même si, je veux dire, elle aime bien être ici. Et il y a tout le côté culturel qui est vraiment dur pour elle. Elle est très engagée. Elle est très, elle est queer. On est les deux LGBT. Moi, je suis une personne transgenre. Et il y a ce côté, on va dire, ce côté-là où c'est pas facile. Le Canada est beaucoup plus avancé, le Vancouver aussi. On va dire que les gens sont un peu plus, ils jugent beaucoup en France. En fait, c'est pas qu'il y a il y a moins de transphobes ou homophobes au Canada. C'est plus que au Canada, ils te le disent pas dans ta face. Et en France, les gens pensent qu'ils doivent te donner leur opinion, même si tu ne leur as pas demandé. Et du coup, ça, c'est un gros ajustement pour Shona surtout, parce que moi, je le savais. Et le côté racisme. Rien que à son arrivée, en fait. Le système d'immigration en France est super pour les gens qui immigrent. Elle a eu le droit à des cours de français gratuits et tout ça. Mais ce qu'elle a remarqué et ce qu'elle a eu vraiment du mal avec, c'est une personne blanche. Et il y a clairement, elle a été traitée d'une manière différente, positivement, par rapport au groupe avec qui elle était, qui n'était pas blanc. Et ça, elle a vraiment eu du mal par rapport à ça, par rapport au fait qu'il y avait clairement une différence parce qu'elle était blanche et qu'on la traitait mieux. Et ça, en fait, ça a vraiment passé d'entrée. Elle s'est dit, waouh, ben, parce que clairement, Vancouver contre Besançon, dans la ville dans laquelle on est, c'est pas une grosse ville non plus. Et ben c'est pas il y a des choses on va dire qui passeraient pas au Canada et on a ici rencontré on a affaire et c'est compliqué pour elle en fait aussi dans ce recherche d'amis de dire je ne sais pas si je peux m'entendre avec le français de base, c'est un peu ça quoi. Donc pas facile. Moi je suis beaucoup plus positif qu'elle. Moi je me dis que de toute façon ça va aller, que tout ça. Elle, il y a des jours où elle se dit, c'est chaud quand même. Et toi, comment tu te sens? Moi, je me sens bien. Moi, je pense que vraiment, je me vois rester. L'année a été difficile. Franchement, c'est chaud de repartir à zéro. C'est dur. Franchement, c'est dur. Je pensais pas que ça allait être aussi dur. Mais je suis content d'où je suis maintenant. Je vois ce que je peux faire. Le rythme de vie est pas le même. Avoir plus de vacances, plus se poser, de pouvoir passer du temps avec mes parents, de les voir souvent, de passer du temps avec mes neveux et nièces, et tout ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me manquait. Puis j'avais vraiment cette image-là. Je me rappelle d'une fois où je suis allé au ciné avec ma maman
Et ce moment où je me suis assis dans la salle de ciné et je me suis dit, c'est exactement ça qui me manquait, passer des moments à deux avec ma maman et de me dire, ah, c'est limite, j'avais de l'émotion parce que je me disais, ah, putain, c'est exactement ce genre de moment. Quand je me voyais revenir en France, c'est ça que je voyais. Je me disais, c'est ça que j'ai envie de passer des petits moments et du coup d'avoir des projets aussi. Moi, j'ai un projet en juin de faire 4-5 jours de rando avec ma maman. On fête nos 110 ans. 40 et c'est 70. Et c'est le genre de choses, moi, que j'ai. Alors, tout n'est pas rose, mais on va dire les raisons pour lesquelles je suis rentré, euh, je suis épanoui par rapport à ça, de me dire, c'est là, j'ai pris la bonne décision. Une question qui me vient comme ça, est-ce que tu as déjà échangé avec tes parents? Est-ce que tu sais ce qu'ils ressentent sur le fait que ça y est, tu sois rentré et tu sois là? Je pense ils sont contents, mais je sais pas comment dire, c'est pas comme moi. Moi, j'avais cette image dans la tête, tout ça, et je pense que eux, ils sont contents que je sois là, hein, clairement. En plus, je suis quand même, je travaille dans le milieu associatif et eux aussi, enfin, ils sont dedans, donc on se voit beaucoup pour plein de choses. Et je sais que mon papa, il est fier que je travaille dans le boulot où je suis, tout ça. Euh, mais après, extérioriser aussi et de poser les mots sur les choses, c'est peut-être pas leur fort non plus. Donc je sais qu'ils sont contents. Maman m'a déjà dit, je suis contente que tu sois là, mais non, ça va pas être non plus, voilà quoi. C'est comme ça, t'es revenu, c'est bien quoi. Waouh, merci pour cette transparence et puis l'authenticité qu'il y a derrière ton témoignage. Euh, Est-ce que tu peux nous parler peut-être du cheminement professionnel que tu as fait depuis un an que tu es rentré? Du coup, tu as repris un poste dans ton domaine d'activité, donc le sport et le handicap. Comment tu te Ouais. sens, toi, peut-être les différences entre, parce qu'il doit y en avoir, hein, voilà, on sait que le handicap en France, c'est quand même, c'est un gros sujet, mais qui n'est pas aussi bien développé que ce que tu as pu côtoyer, en tout cas quand tu étais à Vancouver. Donc oui, si tu voulais nous partager quelques mots là-dessus. Ouais, j'ai trouvé un poste vraiment dans ma branche, beaucoup moins bien payé, parce que être dans l'associatif en France, c'est au ras des pâquerettes. Mais je m'épanouis dans mon boulot, puis c'est en fait, ouais, on va dire le positif par rapport au milieu du handicap et du sport. Je pense que ça devient vraiment une grosse question, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'opportunités qu'avant et il y a énormément d'endroits où ils veulent ouvrir, que ce soit au niveau sportif, au niveau des clubs et tout ça, où les gens veulent devenir plus inclusifs. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Au niveau du handicap, c'est compliqué, dans le sens où au Canada, c'est quand même un pays à Vancouver, parce que moi j'ai vraiment que l'expérience à l'ouest, qui est très avancé par rapport à l'accessibilité, on va dire, en général. Et en France, c'est très cloisonné, je trouve. Il y a trop d'organismes qui fait sa petite tambouille de son côté. Alors il y a beaucoup, les gens sont ouverts, mais ils ont encore un peu peur. On est un peu encore dans ce côté où on a un peu peur du handicap. Euh, du coup, je pense que, on va dire que le côté positif, moi, dans le boulot que je fais, c'est que je bosse avec énormément de monde. Donc, ça veut dire que si jamais je veux évoluer dans ce milieu, je connais déjà, vraiment créé un énorme, beaucoup de networking, je sais pas comment on dit ça en français, Réseau. mais ouais, des réseaux, ouais, c'est ça. J'ai un gros réseau, donc ça, c'est top. Moi, j'ai été capable, parce que du coup, en rentrant, pareil, heureusement, je me suis fait aider par Mag sur le CV, la lettre de motive, et puis j'ai pris je me suis fait aider pour tout ça, et puis on s'est préparé ensemble à l'entretien. Donc moi, ça m'a énormément aidé. Euh, et puis j'ai postulé en fait, j'ai postulé à deux postes, puis je les ai eu les deux, donc j'ai dû choisir en fait lequel je voulais, donc ça c'est quand même assez idéal. Après, ce que je ne me rappelais pas, et tout ça, c'est toutes les histoires de convention.
Que d'ailleurs j'ai réussi en fait j'ai renégocié mon salaire en septembre, octobre là, en faisant valoriser mon ancienneté. Parce qu'en fait, j'ai toujours bossé dans le milieu du sport et je suis la convention du sport, donc j'ai pu renégocier ça et puis changer de catégorie dans ma convention. Je ne me rappelais plus du tout qu'il y avait ces histoires de convention et de catégorie. Et donc ça, c'est... Et je pense que c'est ce côté canadien. Moi, je sais qu'au Canada, on négocie beaucoup. Et Mhm. je savais pas trop en France, est-ce qu'on négocie, on négocie pas trop en France. Donc je me suis dit, bah, on va y aller, hein, on va essayer. Donc en fait, moi j'ai posé les choses, j'ai expliqué pourquoi, puis ils ont dit oui. Donc j'ai dit, ok, bon, bah, c'est cool. Après, c'est dans l'associatif, c'est quand même des bénévoles qui sont enfin, partie d'un comité directeur. C'est peut-être différent aussi dans une entreprise. Moi j'ai posé les choses et puis ils m'ont dit oui, ça. Puis en même temps, avec le boulot que je fais, c'est normal, on va dire. Est-ce que tu veux nous dire, tu as pu revaloriser ton salaire de combien à peu près par rapport à ce que tu avais initialement? Est-ce que tu as réussi à renégocier par rapport à la convention? Ouais, j'ai négocié 200 euros de plus net par mois. Ah ouais, c'est quand même pas mal. Donc oui, c'est pas mal. En gros, revalorisant mon ancienneté, valorisant mon ancienneté de 15 ans et de changer de catégorie. Donc c'était à peu près 100 euros chaque chose. Donc ouais, 200 euros net par mois. Donc oui, et j'ai mis le paquet parce que je me suis dit, je vais peut-être pouvoir le faire qu'une fois. Donc il faut y aller, quoi. Et ils ont dit oui, donc c'est pas mal. Ouais, c'est plutôt bien. Après, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que les salaires, oui, c'est quand même assez différent de ce qui se passe au Canada. Le secteur d'activité dans lequel tu travailles, c'est aussi particulier, mais au moins, ça va te faire une première, entre guillemets, belle expérience professionnelle en France. Et en effet, avec ton réseau, tu vas pouvoir rebondir sur une autre opportunité quand il y aura quelque chose qui va se présenter. Donc, voilà, c'est une question de stratégie aussi, mais cette première expérience, bah, c'est ça qu'elle t'a permis de faire en fait. C'est le réseau, c'est reprendre tes marques, voir comment on travaille, comprendre le champ du handicap aussi, et après, hop, tu vas pouvoir rebondir sur autre chose. Donc tu seras gagnant d'ici quelques temps. Et Mm. puis les Ouais, opportunités, elles viendront à toi ou tu vas les saisir assez rapidement. Et... oui, et puis je trouve que les entretiens que j'ai faits, le fait d'avoir passé du temps à l'étranger, c'était plus quelque chose de... Après, je pense parce que il y a peut-être pas beaucoup de gens à Besançon qui comme moi. Et du coup, c'était quand même super positif. Moi, j'avais un peu peur, on en avait déjà parlé, de dire, mais ils vont se dire, mais c'est quoi cette alien qui sort de nulle part? Et en fait, c'était vraiment, ils étaient là, ah ouais, oh, c'est intéressant. Ah, puis qu'est-ce que vous avez fait? Et du coup, je trouve que c'est assez valorisant, en fait. C'était beaucoup plus valorisant que moi, la peur que j'avais de dire, ouais, et c'est pas des expériences françaises et tout ça, alors que vraiment, ils étaient plus. Ah, c'est une personne qui est ouverte, qui a fait d'autres choses, qui a vu autre chose. Et du coup, c'était super valorisant, moi, d'entendre un peu le retour par rapport à ça de potentiels employeurs. Est-ce que tu veux aborder quelques mots sur comment tu t'es senti au niveau de ton intégration au niveau professionnel par rapport voilà, aux inquiétudes que tu avais avant de rentrer euh, ouais, comment t'es senti intégré au travail? Ouais, le travail, moi, ça me stressait parce que donc je suis une personne transgenre et à l'époque, il y a un an, ben, déjà, mes papiers sont pas changés. Donc, c'est-à-dire que en gros, je ressemble à un homme. Vous voyez ma photo, mais mes papiers sont au féminin. Et donc, du coup, compliqué parce que, il y a tout le côté administratif qui est super strict en France et super, qui sont pas du tout, en fait, il faut rentrer dans les cases et moi, je ne rentre pas dans les cases. Donc, j'avais un peu peur par rapport à ça et j'avais peur aussi du regard, en fait, des personnes avec qui j'allais travailler. Euh, En règle générale, ça s'est bien passé, même s'il y a eu des manqués dans le sens où quand j'ai commencé mon travail, en fait, on va dire ceux qui travaillent à la région, qui se travaillent à côté de chez moi, quoi, qui travaillent avec moi, le coordinateur, il a dit en fait à mes futurs collègues que j'étais transgenre. Donc déjà, moi, si j'avais voulu, j'aurais pu les poursuivre en justice parce qu'ils n'ont pas le droit, mais j'allais pas. Je m'entends très bien avec cette personne en plus. En fait, elle a aucune éducation sur le sujet et pensait bien faire. C'était l'inverse complètement.
Et donc, du coup, moi, ça m'a permis aussi de me rendre compte que, ben voilà, on a la ramasse en France, ces questions-là. Je pense qu'en général, la plupart des gens que j'ai rencontrés, surtout dans toutes les administrations, sont des personnes qui sont bienveillantes, qui ne veulent pas mal faire, mais font mal parce qu'elles n'ont pas l'éducation et puis elles n'ont pas été formées, en fait, quoi. Donc, j'ai eu des expériences horribles à un certain moment, surtout dans le milieu médical, parce que les personnes ne sont pas formées, parce que en fait, elles ne savent pas. En fait, elles bug, quoi. Elles me voient moi, elles voient la carte d'identité ou la carte vitale, et puis elles ne comprennent pas, quoi. Il y a un court-circuit dans le cerveau, et du coup, elles se disent, ben, qu'est-ce que je fais? Comment ça se passe? Donc, c'est aussi, là, je suis en train de faire mon dossier pour changer de prénom et changer de genre sur mes papiers. Euh, c'est chiant. C'est pour ça que je leur pousse. Je fais procrastinateur par rapport à ça. Mais tu as raison de le mentionner, hein. Moi, je le dis souvent, j'ai beaucoup de gratitude de t'avoir rencontré et qu'on ait autant échangé sur ce sujet et puis que tu m'aies fait confiance aussi et que tu aies accepté de me partager en toute transparence quand on a fait les accompagnements, tes inquiétudes. Parce qu'en effet, oui, on n'est pas éduqué sur le sujet et on ne sait pas, en fait, tout simplement, on ne sait pas les mots qu'il faut utiliser. Donc, on essaye de bien faire, mais en fait, on ne fait pas bien parce que, ben voilà, tout simplement, on ne sait pas. Euh, donc en tout cas, merci pour ta transparence, merci de l'évoquer ici aussi, parce que c'est pas des sujets qui sont faciles, mais qui peuvent intéresser des personnes. Donc ton témoignage, je pense qu'il va faire sens pour certaines personnes qui vont nous écouter, et merci de l'évoquer. Oui, Ben, on donc avait parlé, mais le côté, du coup, rebondir sur le côté médical, je ouais. pense que une des choses, en fait, si vous êtes à l'étranger et que vous avez un suivi médical, comme c'est le cas pour moi, parce que je prends de la testostérone, moi j'étais super bien suivi à Vancouver, avec un super docteur, un super endocrinologue. Quand on arrive en France, ben, moi j'ai fait beaucoup de recherches en fait, savoir, parce que déjà le système n'est pas le même complètement. Truc de base, au Canada, mon docteur peut me prescrire de la testostérone. C'est pas le cas en France. Il faut aller voir un spécialiste. Et moi j'avais oublié à quel point c'était une galère pour voir un spécialiste. Et donc de vraiment en fait, faut faire vos recherches avant quoi, de dire suivant le spécialiste que vous avez besoin pour être suivi, c'est compliqué en fait, c'est compliqué. Moi, j'ai eu du réseau en fait. J'ai vraiment, j'ai en fait contacté des assos à Besançon, là où j'allais aller, une assos LGBT en disant voilà, j'arrive telle date, j'ai aucune idée. Vers qui me tourner en fait, je sais même pas comment ça fonctionne le système et du coup ça m'a beaucoup aidé en fait savoir aller voir un docteur qui était gentil avec les personnes trans parce que c'est une minorité hein. Alors, il y en a qui sont gentils mais ils savent pas de quoi ils parlent donc tout ce côté-là et puis pareil pour les spécialistes en fait on est très 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 limité. Moi j'ai dû aller dans une autre ville en fait aller voir un autre un endocrinologue parce que c'est connu à Besançon qu'il n'y a pas énormément d'endocrinologues qui sont pas transphobes et qui savent aussi quoi faire, parce que c'est aussi ça, c'est le côté médical, ça peut faire peur et de vraiment en fait y penser avant, quoi. De pas se retrouver en disant bah, j'ai besoin d'une ordonnance de telle chose ou j'ai besoin et puis de dire bah, vous devez attendre 9 mois, quoi. Parce que c'est le cas en fait en France, quoi. Moi, j'ai suivi en fait ta transition depuis notre premier contact jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu penses que donc finalement ça s'est passé, ta transition, elle s'est passée finalement presque au moment où tu as enclenché les démarches aussi de retour en France? Est-ce que le fait de gérer ces deux choses en même temps, ça a aussi peut-être décuplé toutes tes questions ou l'aspect émotionnel ou je sais pas moi, ou pas du tout? Je pense, ouais, ça a joué. Je pense que ça a joué aussi. Je voulais être assez avancé, entre guillemets, avant de rentrer, parce que je voulais idéalement que quand je postule un boulot, qu'on me voit en tant qu'homme, parce que ça allait faciliter les choses. Si on m'avait vu en tant que femme, et puis que j'allais continuer ma transition parce qu'il y a un moment donné où c'est un peu entre les deux hein, quand on commence à prendre de testostérone c'est pas et donc ça a joué par rapport à ça. Euh, Ça rajoute clairement des peurs
Moi, c'était vraiment le côté professionnel qui me faisait souci, quoi. J'avais vraiment le côté social et tout ça. De toute façon, je devais le gérer dans ma vie quotidienne, que ce soit au Canada ou en France. Donc, ce côté-là me- on va dire, me faisait moins souci, entre guillemets. Après, j'étais suivi par un psy à Vancouver et ça m'a énormément aidé par rapport à tout ça, par rapport à toutes ces questions, par rapport à ma transition et tout ça. Et je pense que ça m'a aidé énormément dans de parler de tout ça, parler de le après, quand j'allais arriver dans un nouvel endroit. Après, c'est quelque part, c'est positif parce que à partir du moment où je suis arrivé à Besançon, j'avais déjà un passing. Un passing, c'est quand les gens nous voient en tant qu'hommes, enfin, un passing. Donc, euh, donc, ça a facilité les choses parce que les personnes que je rencontrais que j'avais jamais vues avant, ils n'avaient aucune idée. Ils me voient en tant qu'homme, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'était facilitant en fait, de commencer à zéro sans que j'ai besoin de raconter ma vie, quoi. Parce que je ne le dis pas à tout le monde, je dis à qui j'ai envie de le dire, quoi. Donc ça, c'était bien en fait, de commencer à un moment où les gens me voyaient, me percevaient déjà comme un homme. Quelle est ta plus grande fierté au moment de ton retour ou liée à ton retour en France? Bah, je pense de prendre déjà la décision, de dire que j'allais le faire. J'ai envie de dire d'être encore marié au bout d'un an, parce qu'on n'a pas eu une année difficile. Alors franchement, je trouve que on- moi, je suis assez fier de ça. Et puis de voir où j'en suis, de voir que avant qu'on parte, de se dire que là, on est dans un bon appart. Ça se régularise un petit peu notre situation. Je pense que, ouais, je pense que d'être là où on en est et d'avoir tenu le coup cette année, pas facile, facile. Ouais, félicitations hein, pour tout ça, pour aussi bien pour le pro, pour le perso, pour tous les papiers qui est ouais, géré, l'installation. Mm, Euh, Félicitations à vous parce que finalement ça a quand même été assez fluide, même si ça prend du temps, hein. Il faut accepter que mm, ça prend du temps. On peut pas tout résoudre en arrivant en une semaine, c'est pas possible. Que ce soit pour non, la démarche, que ce soit pour l'aspect émotionnel, les ajustements de culture, etc. Tout ça, ça prend du temps. Donc voilà, c'est en cours et puis ça semble aller vers du positif, donc c'est plutôt chouette. La plus grosse difficulté que vous avez réussi à surmonter pour toi, pour le couple ou pour Shona? je pense que ça va pas être une surprise, mais c'est le côté administratif, quoi. Franchement, c'est la plus grosse galère, quoi. Même si on sait que ça prend du temps, même si on sait, c'est compliqué. C'est compliqué, en fait, d'arriver en France, de n'avoir rien, de pas avoir de carte vitale, de faire des demandes et puis qu'on n'ait rien, qu'avec Pôle emploi, ça soit compliqué. C'est vraiment dur. C'est dur, même si à un moment donné, ça va se régulariser. Moi, mon dossier CAF, j'ai eu un rendez-vous aujourd'hui pour un peu tout régulariser. Après, j'ai eu d'autres problèmes avec la CAF, usurpation d'identité, tout le bordel. Bref. Mais donc, je suis rentré il y a un an. Et là, au jour d'aujourd'hui, je crois que mon dossier va être régularisé. Euh, donc, je pense que franchement, ça, c'est chaud. Ouais, en fait, et puis la charge mentale par rapport à moi, en fait, parce que du coup, je dois tout faire. Mhm. Et ça, c'est dur. C'est dur et euh, c'est dur d'y arriver dans ton couple parce que c'est pas la faute de Shona, hein. Elle a décidé de me suivre. Donc, c'est de garder la communication ouverte dans notre couple et de ne pas en vouloir à l'autre. Elle, c'est quelqu'un de très indépendante. Donc, elle, pour elle, c'est ça aussi qui est dur, c'est qu'elle est obligée, en fait, de compter sur moi. Et je pense que ça, c'est une des grosses difficultés qu'on a, en fait, dans notre année là. C'est d'être capable d'avancer ensemble et de pas être en colère l'un contre l'autre parce que moi je dois tout gérer puis ça me saoule. Il y a des jours j'ai envie de dire mais vas-y va à la CAF et tout ça, mais elle peut pas aller à la CAF. Et elle elle a pas envie en fait que je fasse les choses pour elle, quoi. Donc par rapport à son business j'essaie un maximum qu'elle fasse tout elle-même et du coup je pense que ça c'est vraiment compliqué, le retour avec quelqu'un qui n'est pas français
et qui doit se reposer beaucoup sur la personne qui connaît entre guillemets, hein, mais qui connaît plus de choses. Et ça, faut être très, prêt et communiquer, vraiment en parler, quoi, parce que c'est vraiment pas facile. Quel Ça regard tu... change la dynamique de couple, de la dynamique de couple, de ton couple complètement. Ouais, c'est intéressant que tu partages ça. Quel regard tu portes aujourd'hui sur ton retour en France après un an? J'ai hâte à la suite. J'ai besoin, je pense qu'on en a besoin les deux, qu'il y ait plus de positif. J'ai vraiment, moi, je me projette beaucoup plus que Shona. Et moi, j'ai hâte à la suite. J'ai hâte, en fait, nous, vraiment, une des raisons aussi pour laquelle, comment on voyait notre retour, c'est de pouvoir se faire des week-ends à droite à gauche, de pouvoir aller dans des pays limitrophes et tout ça. On n'a pas encore eu l'occasion de le faire parce que financièrement, c'est chaud. Donc, du coup, mon retour, je le vois bien, mais j'ai hâte à la suite. Je suis prêt là. Je suis prêt on va dire, à découvrir et à bouger plus. Oui, finalement, il faut quand même une bonne année d'installation pour après pouvoir ouais, regarder devant, faire d'autres projets, Mm. et puis même se reconstruire un petit peu financièrement, parce qu'un retour en France, ça coûte aussi beaucoup d'argent, c'est un gros budget. Ouais. Comment Ça t'as... nous a coûté beaucoup plus cher que ce qu'on avait pensé d'ailleurs, hein. Ouais, est-ce que tu as une idée? Franchement, non. Là, comme ça, tu me demandes un chiffre, j'ai aucune idée. Mais déjà, rien que bouger 11 cartons qui nous a coûté 6 000, enfin un truc énorme. Et puis, tous les petites choses, en fait, il y a plein de choses qui se rajoutent, quoi. Tu sais, racheter des meubles, il y a plein de choses. Et puis nous, en plus, on a dû racheter un billet d'avion pour Sona. Donc, il y a plein de coûts, en fait, qui ont été cachés, on va dire. Et du coup, on a pas mal, franchement, on a dépensé tout l'argent qu'on avait de côté. Ça, ouais, nous, ça nous a, du coup, c'était dur aussi de se dire, bon, ben, après, on n'a pas de dette, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont des dettes et puis qui ont des prêts à rembourser. On n'a pas de prêt. Donc, c'est ce qu'on se dit. On se dit toujours, ouais, mais on n'a pas de prêt, on n'a pas de, tu vois. Donc, de dire, OK, on a fait tout de côté, mais on n'a pas de prêt. Donc, tu vois. Donc, tu vois, on a toujours pas de voiture, par exemple. Hmm. Parce que là, pour l'instant, c'est pas la priorité, quoi, on va dire. Donc, c'est des choix qu'on fait, mais ça coûte cher un déménagement. Ouais, le budget, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas négliger. Et c'est pour ça que quand je dis aux personnes, OK, on se prépare un an à l'avance, tout le monde me dit, mais, enfin, mais si, en fait, parce que le budget se Ouais, prépare aussi un an à l'avance. Enfin, ouais. euh, préparer cette sécurité financière, ce petit budget au cas où, plus tout ce qu'on a à faire en termes administratifs, en termes de j'ai besoin de processer mon projet, mes idées, ce que j'ai envie, ma recherche d'emploi et tout, ben, ça prend du temps, hein. Donc oui, un an, c'est vraiment pas déconnant de Non, s'y prendre du temps à l'avance. souci. Par rapport à Shona, comment elle a réussi à développer son activité professionnelle, à refaire des photos de mariage et tout? Enfin, ouais, si tu veux nous dire quelques mots là-dessus. Ouais, elle a changé complet, du coup. Enfin, en fait, elle a vraiment arrêté complètement d'être photographe. Elle voulait de toute façon arrêter. Enfin, elle hésitait, mais. Et en fait, au Canada, elle avait commencé un business de vente de vœux, cartes de vœux, stickers, tout ça, tout LGBT. Ça s'appelle thatqueercard.co. Et donc, en gros, elle créé sa micro-entreprise, mais qu'elle avait déjà, en fait, au Canada. Elle a mis, avant, elle faisait les deux. Et là, elle s'est mis toute son énergie dessus. Pour l'instant, elle travaille encore énormément avec l'Amérique du Nord. Parce qu'en fait, elle vend en gros à des magasins. Moi, je la pousse à fond pour qu'elle développe ça en France. Parce qu'en fait, il y a un marché énorme, il n'y a personne qui fait ça en France. Ok. Donc, ça va venir. Je la pousse pas, je la laisse faire son truc parce que je sais aussi qu'il faut que ça vienne d'elle. Donc, on a deux, trois. Par exemple, elle va sûrement aller à la Pride de Besançon, tu vois. Enfin, il faut que ça vienne tout doucement. Mais en tout cas, elle, ce qui était compliqué pour elle, c'était de trouver des fournisseurs et tout ça ici. Donc, elle avait même les cartes, c'est pas le même format en fait en Europe. Et donc, elle a dû changer énormément de choses de comment elle travaillait.
Mais pour l'instant, on va dire que la majeure partie de l'argent qu'elle récolte, ça vient d'Amérique du Nord encore. Donc moi, je me dis, le jour où elle arrive à ouvrir plus de notre côté, elle va le faire. Je la laisse gérer. Au début, je disais, tu devrais, tu devrais. Maintenant, je la laisse faire son truc parce que je me rends compte que ça ne marche pas dans notre couple de dire à l'autre quoi faire. Eh bien, écoute, génial, hein, c'est pas aussi toujours évident de se repositionner au niveau d'un business quand on change de pays. Ouais. C'est chouette. Et puis voilà, il y a plein de. Tu vas pouvoir l'aider à ton niveau et puis avoir vos idées, les faire fleurir ensemble, ou en tout cas elle de son côté, donc c'est plutôt cool. Ma dernière question, c'est si tu avais un conseil à donner à une personne qui va rentrer, qu'est-ce que tu aurais aimé ou qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Je pense que ça se passera pas comme ils ont pensé ça se passera pas comme prévu. C'est sûr, mais que c'est pas grave, quoi. Souvent on se fait une idée en fait de ce que ça va être. Que ça va pas forcément être ce qu'on avait dans la tête, mais ça veut pas dire que ça va être moins bien ou mieux. Essaie de, essaie d'être prêt à accepter ça, de s'adapter en fait, de pas être trop fixe sur l'idée qu'on se fait et de se préparer à l'après, pas se préparer seulement au déménagement ou au premier. Et puis alors franchement le conseil c'est si vous êtes en couple quoi, c'est vraiment parler tout le temps, parler de comment on ressent les choses et comment l'autre ressent les choses, parce que vous n'êtes pas du tout dans la même expérience en fait. C'est vraiment c'est deux projets différents qui vont ensemble, mais c'est pas du tout le même ressenti. Euh, donc ouais, et puis un jour à la fois. Pas de stress, ça va bien se passer. Merci Manu. Peut-être pour conclure et pour résumer, je dirais quelques mots que voilà que tu as évoqués. La préparation, la communication dans le couple, Un jour après l'autre. un jour après l'autre. En tout cas, merci. Moi, j'ai été Merci à ravie toi. de te retrouver. Merci à tout le monde, toutes les personnes qui vont écouter voilà, cet épisode. J'espère que ça vous plaira, que ce sera utile. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux et puis vous pouvez rejoindre les accompagnements de groupe ou individuels pour vous aider soit dans la préparation de votre retour en France ou et dans la préparation de votre recherche d'emploi en France. Et puis je te remercie. Merci. Et voilà, notre épisode est terminé. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que ces conseils et ce témoignage te donnent l'espoir pour à ton tour concrétiser ton projet de venir ou de revenir t'installer en France. J'aimerais maintenant te proposer de rejoindre notre communauté. Tu peux me rejoindre sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn sous le nom de Voyage, Emploi et Retour en France. Et enfin, si tu as encore des questions, je t'invite à m'écrire un mail et je serai ravie de t'aider à chaque étape de ton retour en France. À bientôt!